Bonsoir à tous. Nous vous recevons ce soir, la Fédération PEP et moi-même, pour vous parler des aménagements scolaires qui concernent le PAI, le PPRE, le PAP et le PPS. Aménagements qui nous sont nécessaires, en tout cas, pour pouvoir mieux accompagner nos enfants à l'école. L'objectif de ce webinaire est de pouvoir aider nos enfants et nos jeunes à vivre une scolarité harmonieuse, à devenir des adultes épanouis, à ne pas avoir honte de leurs petits trucs en plus, qu'ils aient ou non un handicap, et surtout à nous, parents, de nous permettre d'aborder leur scolarité de façon sereine, du mieux possible, en étant informés et en connaissant l'ensemble des différents aménagements existants. Plusieurs notions que vous allez entendre ce soir, une en particulier qui est la notion des besoins éducatifs particuliers. C'est une notion qui date des années 70, née en Angleterre, mais qui finalement a été adoptée par l'ensemble des pays dépendants de l'OMS. Et d'ailleurs, l'OMS dit très clairement qu'un besoin éducatif particulier est en fait toute difficulté évolutive de fonctionnement, permanente ou provisoire, dans le domaine de l'éducation ou de l'apprentissage, qui est due à l'interaction entre divers facteurs de santé et qui nécessite un enseignement spécialisé particulier. Cette définition a été reprise en 1994 par l'UNESCO lors de leur déclaration de Salamanque, où là on précise que les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers doivent pouvoir accéder aux écoles normales et l'école a le devoir de les intégrer. Alors ici, le terme intégrer est compris comme inclure, hein, bien sûr. Donc, a le devoir de les intégrer dans le cadre d'une pédagogie centrée sur l'élève qui répond à leurs besoins éducatifs. Et cette déclaration de Salamanque rajoute aussi que tous les pays doivent adopter le principe de l'éducation inclusive en accueillant tous les enfants dans les écoles ordinaires. Pour vous parler d'inclusion scolaire, on vous a fait un petit graphique qui vous montre un petit peu ce que nous souhaitons, c'est-à-dire l'inclusion, où tous les petits points de toutes les couleurs sont bien mélangés, et c'est que nous vivons souvent, en fait, qu'on appelle l'intégration. Où effectivement, les petits points de couleur qui sont pas comme les autres sont dans un petit cercle, certes insérés, mais pas complètement mélangés. Qui sont donc les fameuses EBEP? EBEP, élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, parfois on dit un EBEPS, mais c'est pas très joli. Bon. Donc ce sont effectivement, c'est une grande variété d'élèves. Donc selon un IEN, un inspecteur, excusez-moi, de l'éducation nationale de la circonscription de Cagnes-sur-Mer, effectivement, ce sont des élèves qui ont de manière significative beaucoup plus de mal à apprendre que la majorité des enfants du même âge, quand ils sont dans une situation particulière, ou lorsqu'ils souffrent effectivement d'un handicap qui les empêche ou qui les gêne dans leurs apprentissages. Sur le site de l'ONICEP, la définition englobe l'ensemble des élèves qui rencontrent des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation au cours de leur scolarité. Scolarité veut dire de la maternelle jusqu'aux études supérieures. Donc on y retrouve en particulier les élèves qui ont des difficultés dans l'acquisition des compétences ou des difficultés d'apprentissage, des élèves qui ont des difficultés résultant de situations médicales, des élèves qui ont des difficultés résultant des conditions d'accueil de certains élèves, donc par exemple les élèves enfants des gens du voyage, c'est un exemple, et les élèves en situation de handicap. Le Code de l'éducation a beaucoup évolué depuis effectivement un certain nombre d'années et entre autres depuis ce qu'on appelle la fameuse loi de 2005 qui a permis à l'ensemble des enfants en situation de handicap de pouvoir accéder à l'école dite normale. Le Code de l'éducation est la version en vigueur à ce jour, donc qui est en vigueur depuis le 26 août 2021, stipule que l'éducation est la première priorité nationale, que le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants, que ce service contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative, et en particulier, il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. Enfin, l'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le PAI, projet d'accueil individuel. Vous avez effectivement une circulaire donc, qui sera accessible en lien, qui vous permettra d'en savoir un peu plus. Tous les liens, en fait, dans ce PowerPoint sont accessibles et vous envoient directement aux bonnes pages, soit du bulletin d'éducation, soit effectivement de l'ensemble des sources que nous avons. Donc le PAI, c'est principalement un projet d'accueil pour les enfants qui sont malades. Donc soit des enfants avec des allergies, ou des enfants avec des maladies chroniques, comme le diabète, ou des enfants asthmatiques, ou même des enfants qui ont un trouble anxieux important. L'équipe qui élabore, c'est principalement la famille, avec l'aide, bien sûr, de l'école si nous sommes en élémentaire, du collège et du lycée pour, effectivement, la partie du secondaire, et la mairie si, effectivement, nous avons du périscolaire. L'aide est indispensable de la part du médecin scolaire et de la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au secondaire, la notion de projet d'accueil individuel comprend aussi des informations qui regroupent des PAP et des PPS. Donc, dans le même formulaire, on peut retrouver à la fois des informations spécifiques aux maladies, mais aussi des informations spécifiques aux aménagements pédagogiques. Ce PAI est renouvelable une fois par an, puisque lorsqu'on parle d'enfants malades avec des maladies chroniques, les maladies peuvent évoluer en mieux ou en moins bien. Et lorsqu'effectivement il y a une diffusion de médicaments, c'est l'infirmière qui diffuse et qui donne les médicaments. Ce PAI est maintenu pendant les vacances scolaires, pendant les classes vertes, pendant toute sortie effectivement éducative. Ceci est un exemple de PAI. Alors je suis navrée, à l'écran ce n'est pas immense, hein, mais ça vous donne en fait effectivement l'exemple de ce à quoi en fait vous devez vous préparer lorsqu'on vous fournira le document. C'est un document qui fait à peu près 5 ou 6 pages. Je vous ai mis à l'écran la page 1, qui est la page, on va dire, plutôt de renseignement administratif, et un exemple sur la partie 2, effectivement, cette partie-ci, où ce sont tous les aménagements et adaptations, avec la partie, effectivement, du médecin, soit de l'éducation nationale, soit d'un PMI, soit d'un CMP, soit d'une structure, voire même le médecin de famille qui peut le remplir. Pareil, ces documents sont aussi accessibles via un lien. En ce qui concerne le PPRE, là on rentre beaucoup plus dans le domaine des aménagements pédagogiques. Le programme personnalisé de réussite éducative est surtout tourné pour les enfants, les élèves qui ne risquent de ne pas ou de peu maîtriser des compétences. Il est limité dans le temps, souvent quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, et il n'est pas transmis l'année suivante à l'équipe éducative. Ce PPRE peut effectivement aussi se poursuivre par l'élaboration, si des difficultés persistent, d'un PAP ou d'un PPS. Les personnes qui élaborent ce PPRE sont tout d'abord le professeur, puisque c'est le premier qui remarque les difficultés de l'élève, et c'est à l'initiative de l'établissement. Ce PPRE est construit par l'ensemble de l'équipe, en fonction des bilans qui ont été établis par ces enseignants, et il est discuté avec les parents, ainsi que présenté à l'élève afin qu'il soit compris. Alors, pour nous, il est vrai que le PPRE a un avantage, hein, car c'est un plan d'accompagnement pour l'élève qui est en difficulté. Cela va à la fois de l'accompagnement pédagogique différencié en allant jusqu'aux aides spécialisées du genre RASED ou Maître E. Enfin, ça, c'était les anciens termes. Voilà. Il peut aussi permettre, ce PPRE, de mettre en place rapidement des aménagements ou des adaptations qui vont être utiles à un enfant, mais de façon ponctuelle, lorsque celui-ci, par exemple, n'a pas encore de diagnostic pour une maladie ou un handicap, et lorsque les difficultés de l'enfant sont considérées comme non durables. C'est vraiment quelque chose qui répond aux difficultés réelles de l'élève, mais qui sont normalement transitoires. Le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé, est
a été conçu beaucoup plus pour les élèves avec des troubles d'apprentissage. Ces élèves généralement ont été diagnostiqués par des professionnels de santé, comme des orthophonistes, des psychomotriciens ou même des ergothérapeutes. Ce PAP est demandé par la famille ou proposé par les enseignants. La règle veut que le médecin scolaire, à partir des bilans fournis par la famille, liste l'ensemble des besoins de l'élève et donne des pistes d'adaptation. Point d'appui pour les apprentissages, conséquences des troubles sur les apprentissages. Il peut être aidé dans ce travail par le médecin de la famille qui connaît parfaitement l'enfant et qui sait quels sont les troubles de cet enfant. Il y a plusieurs textes en fait qui concernent le PAP. Tout d'abord, un article du Code de l'éducation qui stipule que, effectivement, les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé après avis du médecin d'éducation nationale. Ce PAP peut se substituer à un PPRE. Par contre, il faut quand même savoir que le PAP relève du droit commun et n'ouvre absolument pas droit à des mesures de compensation, c'est-à-dire pas de matériel pédagogique adapté, pas effectivement d'aide humaine et surtout pas de dispense d'enseignement. Vous avez effectivement l'ensemble des décrets de 2014 et des circulaires de 2015 qui vous expliqueront plus avant le PAP. Et puis, dans cette partie-là, vous avez effectivement un exemple de PAP, mais le lien, en fait, si je l'ouvre, je coupe en fait la vidéo, donc je préfère ne pas l'ouvrir à ce moment. Nos conseils. Lorsque vous mettez en place un PAP, il faut absolument que l'enfant, la famille, les soignants, enfin l'ensemble des partenaires qui travaillent autour de l'élève se réunissent afin d'évaluer à la fois les besoins éducatifs de l'enfant et les moyens ou les outils de compensation qui peuvent être proposés. Ce PAP doit être évalué et réadapté autant de fois que les besoins de votre enfant le nécessitent. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est pour une année que ça ne peut pas évoluer. Nous pensons, au niveau de la PEP, que ce PAP est adapté pour les enfants du primaire. Il est un peu moins, effectivement, pour les collégiens et les lycéens, surtout en raison des aménagements aux examens, puisque lorsque on arrive au niveau du brevet, comme au niveau, effectivement, de la première et de la terminale, on peut demander des aménagements aux examens. Le fait d'être en possession d'un PAP est parfois plus compliqué pour pouvoir obtenir cet aménagement, puisque la procédure est beaucoup plus longue, dans la mesure où c'est un médecin scolaire qui va déterminer si effectivement l'aménagement est possible. Très souvent aussi, nous avons les établissements qui ne jouent pas toujours le jeu et donc qui n'aménagent pas toujours soit les salles de classe, soit les cours, soit tout bêtement l'emploi du temps de l'élève en fonction de ce qui a été décidé. Et comme très souvent les centres d'examen considèrent que pour profiter d'un aménagement au niveau d'un examen, il faut l'avoir pratiqué dans l'année. Très souvent, les enfants et les élèves se retrouvent sans rien. Bien entendu, il faut quand même toujours se mettre dans un petit coin de sa tête que s'il y a un retentissement sévère des symptômes sur la scolarisation de l'enfant, ou même si le parent considère que le PAP n'est pas adapté, la famille, et la famille seule, peut décider de saisir la maison du handicap afin que soit examinée à la fois la situation de ses enfants et ses besoins. Et c'est là où nous arrivons en fait au PPS, qui lui est le projet personnel de scolarisation qui dépend de la loi de 2005, donc la loi numéro 2005-102. C'est la loi qui a permis effectivement de l'accès à la scolarité normale de l'ensemble des élèves et des enfants et des jeunes en situation de handicap. Cette loi stipule que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc c'est assez vaste, c'est même très vaste. Les seules et uniques personnes qui puissent effectivement élaborer un PPS, c'est la maison du handicap.
Celle-ci est saisie par la famille via un formulaire CERFA, qui est lui aussi en ligne, dans sa totalité, à la fois la partie administrative et la partie médicale. Et c'est la commission de la maison départementale qui va décider d'attribution de droits, soit l'orientation scolaire, le matériel adapté, les accompagnements humains, etc., etc. Ce n'est pas le médecin qui décide, ce n'est pas l'éducation nationale qui décide, c'est la maison du handicap qui, effectivement, au travers de sa commission, décide, et au vu de l'ensemble des bilans qui ont été présentés, de la situation de l'élève et de la façon dont on pourra l'accompagner dans sa scolarité. Lorsque un handicap est signalé par la famille, ou lorsque ce handicap est suspecté, entre guillemets, par le chef d'établissement ou par le directeur de l'école, le chef d'établissement peut décider de la réunion d'une équipe éducative qui va effectivement se réunir autour de l'enfant. Cette équipe est convoquée par le chef de l'établissement et elle réunit l'ensemble des personnes qui ont une responsabilité éducative vis-à-vis de l'enfant. Tout d'abord, les parents ou les représentants légaux de l'enfant, le maître ou les enseignants, le psychologue scolaire, les enseignements spécialisés s'ils interviennent au sein d'une école ou le médecin scolaire, voilà, l'infirmière scolaire et l'ensemble des personnels qui concourent à la scolarisation de l'enfant. À cela peuvent se greffer aussi ergothérapeutes, orthophonistes, pédopsychiatres, enfin l'ensemble en fait des médecins et autres paramédicaux qui entourent l'enfant dans son quotidien. Nos conseils. Lorsqu'effectivement vous devez remplir le projet CERFA, enfin le document CERFA, il est assez long, assez dense, pas trop compliqué, mais il y a une partie pour laquelle effectivement vous devez prêter attention. C'est la partie D qui s'appelle projet de vie. Prenez le temps de la réflexion. Vous seul, en tant que parent, connaissez les besoins de votre enfant. Donc vous pouvez vous exprimer avec vos mots, avec vos idées, vos sensations, vos tripes. C'est vous seul qui pouvez dire ce que votre enfant nécessite comme aide. Au terme de la loi de 2005, le PPS définit les modalités de déroulement de la scolarité ainsi que les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales qui répondent aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Cela veut dire qu'un emploi du temps d'un élève peut être aménagé afin qu'il puisse, en parallèle de sa scolarité au sein d'un établissement du style un collège, puisse aussi aller suivre une aide avec son ergothérapeute ou avec un orthophoniste, voire même dans un CESAD. En pratique, il faut quand même savoir que le contenu du PPS varie beaucoup d'un département à l'autre et d'une académie à l'autre. Il arrive effectivement que le PPS qui est notifié à la famille par la CDAPH et même à l'école, puisqu'elle est notifiée aussi à l'école, soit extrêmement détaillé quant aux modalités de scolarisation de l'enfant handicapé. Ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut veiller à ce que l'ensemble des choses qui ont été décidées soient bien appliquées. Vous souhaitez effectivement mettre en place un PPS pour votre enfant. Tout d'abord, il faut effectivement s'armer de patience, s'armer de courage, mais les parents, on est patients et courageux, et rester ferme pour effectivement contrer toutes les stratégies qui peuvent exister de la part de l'Éducation nationale qui n'a pas toujours envie, ou en tout cas l'établissement n'a pas toujours envie, effectivement, de mettre en place un PPS. Pour eux, un PAP, c'est peut-être plus simple, donc il faut refuser le PAP. Ce PAP n'est pas créateur de droit. Il faut que vous anticipiez aussi, effectivement, c'est dès la 5e que l'on commence à envisager des demandes potentielles d'aménagement aux examens pour le brevet. Donc, dès la 5e, effectivement, vous pouvez commencer à entreprendre la démarche d'un PPS. Vous devez solliciter un GEVASCO, donc c'est lors de la réunion d'équipe éducative, c'est un document en fait qui permet à l'ensemble de l'équipe éducative et des parents d'accompagner l'élève et de dire quels sont ses besoins et les moyens de les compenser. Donc, cela s'appelle le GEVASCO première demande. Et pour ceux qui en ont déjà, on a le GEVASCO renouvellement. Il faut absolument bien monter son dossier MDPH, peut-être potentiellement le motiver juridiquement si besoin était, mais bon, heureusement pas tout le temps. Lorsque la décision de la MDPH
ne convient pas à la demande, il peut aussi être possible de faire des recours via ce qu'on appelle le recours administratif préalable obligatoire, donc le RAPO, ou des recours contentieux, voire même un appel. Pour pouvoir effectivement parfois poursuivre, on va dire, l'éducation nationale pour non-application de PPS ou effectivement contester une décision de la FDPH, nous vous conseillons aussi de contracter une assurance de protection juridique qui souvent se trouve dans votre assurance habitation. Il faut aussi penser à l'aide juridictionnelle. Et le point principal, c'est surtout ne pas lâcher. Vraiment pas. Nos enfants ont besoin et ont droit à une scolarité la plus sereine possible. Et si voilà, nous pouvons les aider sur ce plan-là, il faut absolument le faire. Une petite fiche de résumé. Le PAI, projet d'accueil individualisé, c'est le médecin scolaire ou le chef d'établissement ou le directeur d'école à qui l'on fait la demande pour les élèves qui ont des pathologies chroniques, des intolérances alimentaires ou des allergies. Le PPRE, programme personnalisé de réussite éducative, on fait la demande auprès du chef d'établissement ou du directeur de l'école, et c'est plutôt pour des élèves qui ont une maîtrise insuffisante de certaines connaissances et de certaines compétences. Le PAP, projet d'accompagnement personnalisé, sur proposition du conseil des maîtres ou du conseil de classe ou à la demande de la famille, plutôt tourné vers les élèves qui ont des troubles des apprentissages. Enfin, le projet personnalisé de scolarisation, c'est la famille qui saisit la MDPH avec l'aide éventuelle d'un enseignant référent ou de son médecin de famille, enfin, ou d'un pédopsychiatre, et c'est pour des élèves qui sont en situation de handicap. Une autre façon de représenter ce tableau est en petit cercle, où effectivement on comprend que l'ensemble de ces projets tourne en fait non pas autour du livret simple, là où il y a écrit livret simple, mais à cet endroit en fait c'est l'élève. En ce qui concerne les aménagements des conditions d'examen et des concours, effectivement, le PPS donne en particulier possibilité d'accès à ces aménagements. Pour le PAP, comme dit précédemment, c'était un peu plus compliqué. Néanmoins, selon le code de l'éducation et que de l'action sociale, les candidats aux examens et concours scolaires et de l'enseignement supérieur présentant un handicap, les enfants bénéficiant, on va dire, d'un PPS, peuvent bénéficier d'aménagements des conditions de passation des épreuves. Ces aménagements sont très divers. Cela peut être une majoration du temps imparti. Ça, c'est au moment du passage d'examen. Deux procédures existent, que l'on trouve effectivement sur le site EduScol ou sur le site de l'Éducation nationale. Elles seront intégrées à la diapositive, aux diapositives suivantes, en lien. La procédure simplifiée pour l'ensemble des élèves qui bénéficient d'un PPS. Ceux qui ont un PAP et qui seront scolarisés dans l'enseignement public. Les élèves scolarisés dans l'enseignement public ayant un PAI qui contient les aménagements de scolarité d'examen, c'est ce qu'on avait vu en début de séance, où nous avions effectivement précisé que dans un PAI, on peut retrouver aussi des aménagements pédagogiques. Ce n'est pas que médical. Puis, vous avez l'autre version, qui est l'autre procédure, qui est la procédure dite complète, donc il y a un tout petit peu plus de pages. C'est l'ensemble des élèves en situation de handicap qui demandent des aménagements supplémentaires, parce que ce n'est pas parce qu'on a un PPS que potentiellement on n'a pas des besoins complémentaires qui seront au fur et à mesure des mois. L'ensemble des élèves qui ont un PAP qui n'a pas été validé par un médecin, donc là c'est plus spécifique aux élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement privé. Les élèves qui ont un PAI qui n'a pas d'aménagement ni de scolarité ni d'examen. Tous les autres élèves qui n'ont ni PPS, ni PAP, ni PAI. Et effectivement, les élèves des établissements privés hors contrat qui n'ont pas de reconnaissance du handicap. Donc, vous retrouvez ces procédures, effectivement, sur la diapo suivante. Donc, la diapo, je ne sais pas combien, parce que je n'étais pas à l'écran. 29, où effectivement, à chaque lien, donc là, par exemple, simple DNB, vous accédez directement à la procédure simple pour faire la demande du diplôme national de brevet, des aménagements pour le diplôme. Pareil, complet bac, effectivement, comprend le lien qui vous fera accéder directement
au formulaire nécessaire. Donc, bien entendu, si vous êtes scolarisé dans un établissement public ou privé sous contrat, donc du secondaire, collège, lycée, BTS ou classe prépa, vous transmettez votre demande au médecin de l'établissement scolaire ou au chef d'établissement. Et bien sûr, ce n'est pas le ou remplir le formulaire, et vous remplissez le formulaire. Si vous êtes à l'université, vous transmettrez votre demande au médecin du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, qui se trouve au sein de l'établissement universitaire. Donc l'ensemble, effectivement, des formulaires se trouve en pièce jointe. Nous vous conseillons de réunir tous les bilans et tous les certificats médicaux qui vous seront demandés. Au besoin de prendre contact avec votre médecin ou le médecin traitant pour obtenir une prescription pour faire un bilan si jamais les services d'examen vous demandaient des bilans plus précis. Et puis, effectivement, il ne faut surtout pas oublier que les aménagements pédagogiques qui sont prévus dans les PAP, dans les PPS et dans les PAI doivent être mis en place précédemment afin que votre enfant sache correctement les utiliser. Il faut aussi surtout savoir que ces aménagements pédagogiques prévus par le PAP, PPS et le PAI, s'ils ne sont pas appliqués, souvent, les services des examens refusent les aménagements pour le bac ou pour le brevet. Donc, nous vous conseillons de vous adresser à vos chefs d'établissement afin que les aménagements qui sont notifiés dans le PPS principalement, puis dans le PAP et potentiellement dans le PAI, soient bien appliqués à votre enfant durant sa scolarité quotidienne. Une fois que vous avez effectivement reçu un accord des services du centre d'examen, vous recevez une notification et le centre d'examen qui va faire passer le bac, par exemple, à votre enfant, va recevoir une copie. Néanmoins, nous vous conseillons quelques jours avant, voire quelques semaines avant, d'appeler l'établissement qui va faire passer le bac ou le brevet à votre enfant, de leur demander si la notification d'aménagement leur est parvenue, si une classe est bien destinée à votre enfant avec un surveillant, s'il a besoin d'être au calme. Si jamais votre enfant a besoin d'un ordinateur et de logiciels, est-ce que ces logiciels sont bien à disposition ou pas? Si votre enfant bénéficie d'un secrétaire scripteur ou d'un secrétaire lecteur, il ne faut pas oublier de dire qu'il faut aussi un surveillant dans la salle, puisque le secrétaire n'est là que pour prendre note ou pour lire, il n'est pas là pour surveiller les épreuves. Ensuite, de même, effectivement, il est conseillé, normalement, ce secrétaire scripteur ou lecteur doit être d'un niveau supérieur à l'épreuve et, si possible, de la même discipline. Alors, en pratique, en général, il est du même niveau que l'épreuve et pas toujours de la même discipline. Mais bon. Ensuite aussi, il ne faut pas oublier que pour certains handicaps ou certains troubles, il est très important de demander des pauses afin que l'enfant puisse se décontracter, se lever, faire le tour de la pièce, sortir 5 minutes et reprendre en fait contact avec lui-même et restaurer son attention. Nos derniers conseils, effectivement, lorsqu'un enfant a des besoins éducatifs particuliers, il est très important de rechercher avec les professeurs et les professionnels qui entourent votre enfant tout ce qui est aide, adaptation ou aménagement qui pourront l'aider à la fois à contourner ses difficultés, à trouver des stratégies différentes et à pouvoir justement faire face aux apprentissages scolaires. Il faut créer un réel partenariat entre la famille, l'école et l'enfant et les professionnels qui peuvent eux-mêmes être sollicités. Cela, c'est vraiment très, très important pour la bonne intégration et la réussite de votre enfant. Bien entendu, ce partenariat doit être conditionné par un dialogue de qualité, entretenu tout au long du parcours scolaire, et tolérant sur les difficultés que peuvent rencontrer chacun des acteurs, puisque bien sûr, c'est notre enfant qui est important, mais autour, il peut y avoir une incompréhension ou une non-connaissance de la part des professeurs de l'éducation nationale qui fait que toutes les choses ne se passent pas toujours très bien. Mais le but est vraiment que tout le monde a la même vocation, le même but, de pouvoir œuvrer dans l'intérêt de l'enfant et de l'élève. Afin de pouvoir vous aider un peu plus précisément, il existe dans chaque académie, dans chaque département, un service téléphonique d'écoute et de réponse de l'école inclusive. Ces cellules locales informent les familles sur les dispositifs qui existent et sur le fonctionnement du service public de l'école inclusive.
et répondent aux familles sur le dossier de leur enfant. Il existe aussi un numéro vert unique national qui vous permet en fait ensuite d'être renvoyé vers la bonne académie ou le bon département. Ce numéro est le 0 805 805 110. Je suis contente effectivement d'avoir pu au moins vous transmettre ces informations-là. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez sur cette dernière page qui s'affiche nos numéros de téléphone, l'adresse de la Fédération de PEP ainsi que l'adresse dédiée du groupe Santé Prévention qui est en charge de ce webinaire. Maintenant, j'attends les questions. Alors, je vais relayer les... Il y en a. Oui, il y en a, Mona. Ne t'inquiète pas, je vais les relayer. Donc, je vous rappelle que les questions doivent être posées sur le questions et réponses Q et R. Et nous ne prenons pas de questions orales. Si vraiment il y avait des cas très pointus, très personnels, que vous voulez, pour lesquels vous voulez avoir des renseignements, je vous invite dans ce cas-là à envoyer un mail à santé-prévention@pep.asso.fr. Donc, les questions, il y en a plusieurs. Alors, un petit peu en vrac. Quels recours sont possibles quand l'établissement ne respecte pas la notification NDPH et notamment des AESH absentes et on nous demande de garder nos enfants? Ça va dépendre de l'établissement. S'il s'agit effectivement d'un établissement école élémentaire, nous vous conseillons de vous adresser au directeur de l'école avec votre notification à la main, de prendre aussi contact avec l'enseignant référent qui accompagne votre enfant au quotidien pour lui remonter effectivement le problème rencontré. S'il s'agit d'une AESH qui est absente, il existe d'autres AESH dans l'établissement qui peuvent accompagner l'élève, certes de façon mutualisée, mais qui peuvent le faire. De plus, le professeur peut aussi accompagner l'élève. Donc, il n'y a pas de raison que votre enfant reste à la maison sous prétexte qu'il n'y a pas d'AESH. L'AESH n'est pas la condition sine qua non pour que votre enfant aille en classe. C'est la loi qui stipule que votre enfant a tout à fait le droit d'aller en classe. C'est même obligatoire pour tous les enfants français, en tout cas habitant en France et en Outre-mer. Et vous avez une notification qui vous permet de pouvoir contester la décision, on va dire, unilatérale prise par l'établissement scolaire. Alors, une question en tant que représentant de parents d'élèves. Comment peut-on accompagner au mieux les parents dont le PPRE n'est pas ou est très mal mis en application? Trop souvent, les troubles de l'attention sont diminués ou ignorés. Les moyens humains sont insuffisants pour aider l'enfant. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on vient de voir. Mais là, c'est le rôle plutôt de nous, parents d'élèves. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, en tant que parents d'élèves, déjà, nous sommes là pour accompagner, pour conseiller, pour orienter. Nous ne faisons pas à la place d'eux, nous ne pouvons pas faire à la place des parents, puisque chaque parent est responsable de son enfant. Nous sommes, voilà, c'est vraiment le rôle principal des parents, c'est de s'occuper de son propre enfant. Par contre, en tant que représentant de parents d'élèves, nous pouvons vraiment orienter la famille vers les bons services, vers effectivement les bons liens, puisque en tout cas ils sont là actuellement en ligne, et pouvoir justement leur donner des conseils. Si la famille demande à ce que l'on soit présent lors d'échanges potentiels avec l'établissement, s'il y a des soucis, nous pouvons tout à fait les accompagner, mais plus en soutien et pas pour rentrer dans une guerre, en fait, mais vraiment en soutien de la famille. Alors, autre problème qu'on peut rencontrer, c'est l'absence de médecins scolaires. On le sait, hein, dans beaucoup d'endroits, il n'y a plus ou pas ou peu de médecins scolaires. Est-ce qu'un simple courrier d'un médecin généraliste peut valider un dossier? Est-ce que éventuellement un autre spécialiste, comme un ergothérapeute ou un orthophoniste, qui lui va donc mieux en effet connaître les besoins, peut remplacer le courrier du médecin généraliste? Alors, cela va dépendre effectivement aussi de la demande que l'on fait. S'il s'agit d'un PPS, l'ensemble des documents, bilan ergothérapeutique, bilan orthophonique, courrier du médecin traitant sont pris en compte. S'il s'agit d'un PAP, c'est là où effectivement on a ce gros souci d'absence de médecin scolaire où la loi a stipulé que le PAP peut être établi par le médecin scolaire ou le médecin traitant.
beaucoup d'académies n'appliquent pas la loi. Vous avez la circulaire, effectivement, sur le PAP. Là, vous pouvez effectivement fournir, alors non pas un courrier du médecin traitant, mais au moins un courrier voilà, qui est adressé au médecin scolaire, soit de l'académie dont vous dépendez, soit de l'école ou du collège, mais s'il n'y en a pas, c'est de l'académie dont vous dépendez, afin de pouvoir effectivement transmettre l'information. Mais depuis, nous avons vu ça avec le groupe Santé Prévention, là, depuis le début de l'année. Il semblerait que, on n'arrive pas encore trop à savoir si c'est vraiment appliqué, mais il semblerait que pour décharger les médecins scolaires, et surtout le fait qu'il n'y en ait plus, ou plus assez, la démarche de faire viser des demandes de PAP par un médecin scolaire serait vraiment donnée totalement aux médecins généralistes, aux médecins traitants de l'enfant. À vérifier, à creuser, mais de toute façon, la loi stipule que médecins scolaires et médecins traitants de l'enfant peuvent parfaitement stipuler les besoins et les aménagements à mettre en place. D'accord. Qui fait les demandes, enfin la demande pour les aménagements des examens? Qui remplit la demande, que ce soit pour le brevet ou pour le bac? En général, c'est le parent. Après, il le fait viser par le chef d'établissement et ou par des professeurs si jamais il y a une demande de dispense. Voilà, mais très souvent, c'est le chef d'établissement qui le fait à la demande du parent, donc on peut le faire ensemble. Soit effectivement on remplit déjà son formulaire et on prend rendez-vous avec son chef d'établissement pour faire valider point par point l'ensemble des demandes qui sont actées. Si effectivement il y a une demande de dispense, par exemple de langue vivante, très souvent le chef d'établissement peut vous renvoyer voir ce professeur pour savoir si vraiment cette dispense est effectivement adéquate ou pas, et que ce n'est pas juste une dispense parce que voilà, on en profite. Mais c'est un travail d'ensemble entre le chef d'établissement et la famille, sachant qu'il y a très généralement un PPS derrière. Et dans le cas d'un PAP, c'est pareil, je veux dire, c'est un travail conjoint. Et ensuite, ce document, est transmis via le chef d'établissement au service des aménagements des examens. Est-ce que le fait d'avoir on conseille parfois de l'envoyer en doublon pour être sûr que ça arrive. Est-ce que le fait d'avoir un PAP est mentionné dans Parcoursup? Non. On n'a pas entendu. Non, excusez-moi, non. Aucun, que ce soit PPS, PAI, PPRE, etc., ce n'est pas mentionné dans Parcoursup. Néanmoins, vous avez dans le système Parcoursup une possibilité, dans un des onglets du dossier Parcoursup de votre enfant, de pouvoir préciser via une fiche de liaison que votre enfant bénéficie d'un PAP, que vous souhaitez qu'il soit mis en place dans le service universitaire dans lequel il accédera, ou dans la prépa, ou dans le BTS dans lequel il souhaite aller. Et ça, cette fiche-là est totalement anonyme, dans le sens où elle n'est pas visible, elle n'est visible d'aucune des formations. Elle ne sera visible qu'à partir du moment où vous acceptez définitivement une place et que vous souhaitez effectivement anticiper la rentrée scolaire de votre futur étudiant et l'accompagner au mieux. Donc, vous transmettrez cette fiche à ce moment-là à l'université ou en tout cas à l'établissement d'enseignement supérieur qui accueillera votre enfant. Mais aucune des choses n'est visible. C'est pour ça qu'effectivement, là aussi, parfois, on conseille il y a aussi des onglets dans le dossier Parcoursup qui permettent de s'exprimer sur les potentielles difficultés rencontrées par l'élève. Nous conseillons de spécifier effectivement qu'il y a eu des difficultés dues à soit une situation de handicap, soit effectivement une anxiété ou une phobie scolaire, etc. Même si on nous dit que malgré tout, nos enfants en situation de handicap, effectivement, n'ont peut-être pas non plus les mêmes notes que les autres, hein, et même s'il y a une certaine équité qui cherche à être établie, rien sur Parcoursup ne stipule que votre enfant est en difficulté, et le seul moyen, effectivement, de pouvoir l'écrire, c'est, ou de le dire ou de l'écrire, c'est effectivement sur cet onglet autre point, on va dire ça comme ça. Alors, on revient un petit peu au primaire, enfin petite classe, voire collège. Des directeurs d'école ou des principaux disent aux familles qu'ils n'ont pas besoin des familles pour élaborer le PAP ou le GEVASCO. C'est faux. C'est illégal.
il est obligatoire que les familles soient présentes lors de l'élaboration petit 1 de PAP et lors de l'élaboration petit 2 d'AG-VASCO. C'est obligatoire de par la loi. Alors la loi de 2005, elle le stipule très bien. D'ailleurs, même dans la formule de G-VASCO, il est marqué qu'effectivement les parents sont partie prenante des décisions qui seront prises, voilà, et dans ce fameux G-VASCO. Et pour le PAP, il est conçu avec les familles. Toujours des questions de problèmes de mise en place, notamment est-ce qu'il y a des délais pour la mise en place des outils numériques? Parfois, on attend plusieurs mois, voire une année complète quand ce n'est pas l'année suivante. Quel recours donc on a pour imposer, pour obliger à ce que ces règles, enfin ces préconisations de la MDPH soient respectées? Alors souvent, il faut se rapprocher effectivement des services de matériel adapté de chaque rectorat qui dispose de plusieurs outils numériques, que ce soit des ordinateurs, du matériel spécifique pour les enfants en situation de surdité ou des enfants effectivement qui ne voient pas bien. Enfin, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Très souvent, l'enfant est d'ailleurs généralement accompagné d'un ergothérapeute pour la mise en place, par exemple, d'un outil numérique. Et c'est très souvent l'ergothérapeute qui va faire la demande avec la famille, puisqu'on ne demande pas un ordinateur si on ne sait pas s'en servir. Donc, il vaut mieux déjà commencer à travailler, on va dire, par exemple, la frappe avec un ergothérapeute ou un orthophoniste, enfin, ou toute personne, voilà, et être capable de se servir de l'outil numérique avant d'en faire la demande. Mais alors, au rectorat de Paris, parce que moi je dépends du rectorat de Paris, vous faites la demande et normalement vous avez l'ensemble des outils à disposition très rapidement. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'adresser au rectorat de l'endroit où se trouve cette famille, justement, et de s'adresser au service du matériel adapté. Alors, ensuite, est-ce que si on a un enfant qui est en troisième, mais ça pourrait être le cas aussi pour une année de première, qu'on n'a rien fait, qu'on n'est pas à la NDPH, est-ce que c'est trop tard pour mettre en place des aménagements pour les examens de fin d'année? Voilà, ça dépend s'il y a effectivement une situation de handicap ou pas. Alors, si c'est juste un aménagement, parce que ce serait plus simple pour tout le monde, voilà, donc je dirais non. Par contre, effectivement, s'il y a un réel handicap et que la famille n'a rien entrepris jusqu'alors pour des raisons qui lui sont propres, il n'est que temps, vraiment que temps, de se dépêcher, sachant que beaucoup de demandes d'aménagement d'examen, donc que ce soit le brevet ou le bac français et le bac tout court, sont faites vers le mois de novembre-décembre de l'année précédant l'épreuve. Donc, il n'est que temps de saisir la MDPH, voire même effectivement de saisir l'établissement, de dire voilà, nous avons déposé un dossier à la MDPH pour tel et tel trouble. En attendant, voici le numéro, en tout cas comme ça vous pouvez spécifier qu'il y a déjà un numéro d'enregistrement à la MDPH. Nous demandons effectivement à ce que notre enfant puisse bénéficier de tel et tel aménagement. Donc, vous allez remplir le formulaire des aménagements, fournir l'ensemble des bilans qui vous seront demandés, puisque à ce jour, vous n'avez pas de dossier MDPH, donc rien qui soit coercitif, et croiser les doigts. En général, ça se passe bien. Mais voilà, faut un petit peu se dépêcher. Nous sommes au mois de septembre, mais voilà, les dossiers d'aménagement sont très souvent à rendre pour mi-novembre, mi-décembre plus tard. Je parle bien des demandes. Les révisions peuvent être faites tout le temps. Je précise. D'accord. On a un enfant qui est, donc lui, il est reconnu, il a par la NDPH, il a un PPS avec des aménagements, il n'a pas eu son bac, il redouble. Quelle note peut-il conserver? C'est à lui de faire le choix, mais en général, ça dépend ce qu'il avait coché dans ses aménagements, s'il avait demandé à conserver ses notes sur 5 ans. Très souvent, c'est l'élève, enfin, c'est la famille qui choisit les notes conservées. Bien entendu, si en dessous de la moyenne, on préfère garder celles qui sont au-dessus de la moyenne. Ou alors, ils peuvent faire le choix, effectivement, de garder aucune note et de recommencer à zéro. Généralement, quand on a effectivement des notes
du bac, j'entends bien des épreuves terminales de bac, qui sont au-dessus de la moyenne et qu'on n'avons raté que 2 ou 3 épreuves, il vaut mieux repasser ces 2 ou 3 épreuves-là et garder les autres notes. Si un autre cas, un problème de dysgraphie, mais ça peut être pour toute autre chose, hein, Oui. avec souci en orthographe, il bénéficie d'un PAP depuis l'école primaire et encore aujourd'hui en 4e, mais je n'ai pas pu avoir le document à jour depuis la 5e. Il aura besoin d'aménagement pour le brevet, par exemple. Est-ce que vous conseillez d'établir un PPS? Moi, je pars du principe qu'un PAP, mais ça, c'est mon avis personnel, vraiment. Et puis d'expérience, un PAP est très bien, on va dire, pour le quotidien, mais dès qu'on rentre dans des classes de collège et de lycée, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, qui se passent pour l'élève. Et si un chef d'établissement ou si un professeur ou si voilà, ne souhaite pas ou ne sait pas comment accompagner notre enfant, le PAP n'est que de droit commun. À mon sens, il y a une dysgraphie, ça fait partie des troubles invalidants de toute façon à vie de l'élève. Alors moi, j'appelle ça un petit truc en plus. Mais oui, demandez un PPS. Et puis s'il n'a pas été mis à jour le PAP depuis l'année dernière, s'il a été mis à jour qu'en 6e et pas du tout en 5e et que vous êtes déjà en 4e, je pense qu'il faut demander la révision de votre PAP assez rapidement. Alors, ensuite, peut-être une question un petit peu spécifique. Est-ce qu'un problème de la hauteur de 20% de surdité avec appareillage doit, selon toi, permettre un dossier MDPH et un PPS? Alors, moi, je ne suis pas médecin. Il n'y a que la commission des droits d'autonomie des personnes handicapées, donc la CDAPH, qui prend la décision au vu de l'ensemble des bilans et du certificat médical, donc dans le fameux CERFA, qui sera transmis. Moi, je ne peux pas, voilà, je ne suis pas médecin du tout. Après, c'est de toute façon de fait, c'est quelque chose qui rend l'audition de votre enfant difficile. Et oui, il faut faire la demande. Déjà parce que, effectivement, si on l'a fait pour les aménagements, si on l'a fait pour, par exemple, pour le brevet, comme ensuite demande d'aménagement plus tard, les futurs aménagements pour effectivement le bac, ces demandes d'aménagement, elle est valable aussi pour le supérieur. Donc, il ne faut quand même pas oublier que nos enfants, normalement, commencent à l'école maternelle et logiquement vont au-delà du bac. Où ils vont au-delà, ils vont soit dans des études supérieures classiques, soit effectivement dans du professionnel, mais ils vont au-delà, je dirais, de l'apprentissage purement scolaire. Ils passent dans le supérieur et que là aussi, ils vont avoir besoin d'aménagement. Plus ils grandiront, plus ils apprendront de toute façon à adopter certaines stratégies qui leur seront personnelles pour mieux compenser leur handicap. Mais en même temps, tant qu'il y a besoin d'aide, il faut faire la demande. Donc moi, je pense qu'il faut le... Enfin, voilà. Après, ça, c'est mon avis. Je pense que ça peut être intéressant de demander et de constituer le dossier MDPH. Mais je ne suis pas médecin. Après, je rappelle encore que c'est vraiment la commission départementale qui prend la décision. Ce n'est pas un médecin de l'éducation nationale, ce n'est pas le médecin généraliste, ce n'est pas un médecin psychiatre qui suit votre enfant ou voilà, qui prend la décision. Ce n'est même pas. Moi, j'ai vu des familles qui m'ont dit ah oui, mais le pédopsychiatre de notre enfant dit que ce n'est pas nécessaire. Soit, mais si la famille pense que c'est nécessaire de pouvoir accompagner leur enfant et de pouvoir lui permettre de bénéficier d'aménagements au niveau des examens et des concours, c'est la famille qui décide, ce n'est pas le médecin. Les seuls, au final, qui prennent une décision et qui octroient des droits et qui donc, de fait, effectivement, permettent une demande ensuite d'aménagement pour les concours, c'est effectivement la CDAPH. Donc, via effectivement une reconnaissance handicap au travers de MDPH, qui permet ensuite aussi, plus tard, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc, lorsque les enfants doivent faire des stages, c'est quand même plus facilitant aussi pour eux. Pareil, lorsqu'ils seront en âge d'aller travailler, comme tout à chacun, eh bien, ils auront cette reconnaissance qualité de travailleur handicapé qui leur permettra, s'ils le souhaitent, ça c'est à leur choix, de l'exposer à leur futur employeur, donc de pouvoir avoir aussi un poste de travail adapté. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent de cette constitution de dossier MDPH. Pas que la scolarité.
Alors, une question un petit peu générale. Quelle procédure doit-on accomplir, pour renouveler les aménagements pédagogiques d'une année sur l'autre, plus précisément de la 5e à la 4e? Bah, ça dépend s'il y a un PAP ou un PPS. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, c'est réunion d'équipe éducative. Une, Voilà. Voilà. Une remarque. Une prof a dit en début d'année à ma fille qu'elle ne lui fera pas bénéficier du PAP. A-t-elle le droit de s'exprimer ainsi? Alors, de s'exprimer ainsi, non. Par contre, de le faire, ce n'est pas à la professeure de décider. On va dire que c'est au chef d'établissement. Donc, je pense que ce serait opportun de remonter l'incident au chef d'établissement pour le signaler. Néanmoins, comme dit précédemment, le PAP n'étant pas vraiment coercitif, voilà. On a toujours de toute façon des professeurs, même avec des PPS, hein, on aura toujours des professeurs qui vont de toute façon vous dire que ils ne vont pas l'appliquer, sauf qu'ils y sont tenus. Là, pour un PAP, c'est plus délicat puisque c'est quand même quelque chose qui est mis en place, on va dire, oui, pour accompagner l'élève, lui permettre d'avoir des aménagements, mais qui est quand même un peu alors, je dirais pas au bon vouloir, hein, parce que c'est quand même un peu, voilà, mais qui est un peu selon les possibilités des établissements. Et Donc, à qui doit-on remettre le formulaire du PAP? alors, le formulaire du PAP, une fois rempli, effectivement, normalement, vous le remettez à l'infirmière scolaire ou au médecin scolaire si vous en avez un, ou effectivement au chef d'établissement qui doit faire signer pas mal de personnes, puisque ce document est signé à la fois par la famille, par le chef d'établissement et dans mes souvenirs par le médecin scolaire ou un représentant du médecin scolaire. Donc, ça peut être effectivement le médecin scolaire du rectorat s'il n'est pas de médecin scolaire du tout. Mais comme là, ça va peut-être changer, peut-être que ce sera simplement le chef d'établissement avec l'ensemble des bilans fournis par l'ensemble des médecins et autres personnels qui suivent l'enfant au quotidien. Alors, un cas un petit peu particulier, mais qui peut concerner plusieurs personnes. Toujours pour un PAP, le bilan a été donné en juin, donc l'année dernière, enfin l'année scolaire dernière. Pour mise en place d'un PAP, le professeur principal a alors dit de voir avec le prochain professeur principal, ce qui peut se comprendre. La demande a été faite donc début septembre, un retour du professeur principal qui dit qu'il est trop tard pour ouvrir un PAP, mais qu'ils vont se caler sur les grilles du PAP. Donc, y a-t-il des dates pour Non, poser un dossier? Est-ce une situation normale? ce n'est pas une situation normale et non, il n'y a pas de date. En fait, on peut faire une demande de PAP n'importe quand, tout comme on peut faire une demande de PPS n'importe quand, une demande de PPRE n'importe quand, une demande de PAI n'importe quand. Nous ne sommes pas tenus par des dates. Alors après, il est plus facile effectivement de faire des demandes d'aménagement pédagogique via PPS, PAP et PAI, effectivement, en juin pour préparer l'année scolaire à venir, mais parfois, il se peut voilà, qu'il y ait des retards divers et variés, donc on peut faire la demande en septembre, octobre, novembre, décembre, bref, même au mois de juin, même au mois de juillet, on peut la faire la demande. Enfin, jusqu'au 15 juillet, parce qu'après, les établissements sont fermés. Mais non, il n'y a pas de date du tout. Donc, ce genre de réponse est plutôt soit effectivement une non-connaissance, on va dire, du professeur principal. Voilà, je vais dire que c'est une non-connaissance du professeur principal. Donc, s'adresser au chef d'établissement en disant que voilà, votre enfant a un PAP, enfin, en tout cas, vous aviez mis en place la possibilité d'en faire un, qu'on vous a demandé de bien vouloir attendre l'année prochaine. Donc, de fait, maintenant, il faut le mettre en place. Alors, que dire d'un professeur de collège ou de lycée qui refuse de regarder le PAP sous prétexte de secret médical? Il n'y a pas de notion médicale dans un PAP. Et de toute façon, il est tenu, puisqu'en fait, le PAP parle d'aménagement pédagogique. Le PAP ne parle pas des problèmes de l'élève, ni de ses particularités médicales ou non. Le PAP, vraiment, ce ne sont que des aménagements pédagogiques. Donc, la réponse ne vaut rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque un élève a besoin d'une AESH, que rien n'a été mis en place, qu'il y a eu normalement aussi des aménagements de planning, mais là aussi rien? Soit d'un tiers-temps pendant les contrôles, j'entends annuels, enfin les contrôles qui se passent pendant l'année scolaire, soit si on ne peut pas effectivement rajouter un tiers de temps, puisque très souvent, lorsqu'on est en collège ou en lycée, on enchaîne les heures de cours les unes derrière les autres. C'est un barème qui est appliqué.
qui est un barème en général au tiers aussi, soit effectivement le professeur retire certaines questions à l'élève. Ce n'est pas l'élève qui choisit les questions, bien entendu. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être mises en place, qu'il y ait une AESH ou pas. Après, pour pallier l'absence d'AESH en attendant d'en avoir une, on demande à l'établissement de bien vouloir faire des copies effectivement de l'ensemble des cours, soit des professeurs, soit pris d'un élève qui écrit bien. Bon, après, je trouve un peu difficile d'être toujours en train de demander aux élèves de bien vouloir pallier l'absence des adultes. Mais bon, après... Voilà, une autre remarque par rapport à un AESH. Un enfant qui refuse l'AESH qu'on lui a mis à disposition, comment peut-on faire, l'enfant en refusant même d'aller à l'école du fait de la présence de cet AESH? Est-ce qu'il y a un moyen de demander un changement ou pas? Alors, si effectivement c'est une fin de non-recevoir, après, ça dépendra de l'enfant, ça dépendra du handicap, etc. Si effectivement on en arrive à ne pas vouloir aller à l'école, je pense qu'un mot, un courrier de la part du pédopsychiatre ou de tout psychologue reconnu qui spécifique, il y a vraiment comment dire, un dégoût presque ou une non-confiance en l'AESH peut faire qu'effectivement, ça puisse faire évoluer les choses. Après, ce sont toujours des situations compliquées, puisque selon les handicaps, nos enfants acceptent plus ou moins bien l'adulte. Et en plus, quand effectivement on est dans des petites classes et qu'ils ont besoin de quelqu'un de référence, si c'est par exemple un cas d'autisme, de quelqu'un qui leur soit toujours à peu près identique, et qu'il y a eu un changement dans ce personnel, c'est pas toujours évident à gérer. Mais là, c'est compliqué, puisque la réponse qu'on peut vous donner, c'est écoutez, vous devriez être content, vous avez un ESH. Après, si ça crée des troubles chez l'enfant au point de ne plus pouvoir et de ne plus vouloir aller à l'école, ça peut être effectivement discuté avec le chef d'établissement, via le pédopsychiatre, via toute personne qui accompagne l'élève par ailleurs. Alors, est-ce que tu connais la possibilité des matrices? C'est une famille qui m'en a parlé l'an dernier. Est-ce que ça te dit quelque chose? Les matrices MDPH? Apparemment. J'ai que le terme de matrice. Pour moi, les matrices, ce seraient les matrices MDPH, enfin, les matrices, en fait, comment dire, tout handicap, on va dire, et c'est difficile, comment dire, c'est pas facile à dire comme ça, dans le sens où les termes ne vont peut-être pas être les bons. Mais lorsqu'on fait une demande à la MDPH, on demande non seulement des aménagements, etc., une orientation dans un système scolaire ordinaire ou non ordinaire, et en même temps, on peut bénéficier effectivement de financement. Pour pouvoir calculer ces financements, effectivement, la MDPH a une matrice qui est basée sur un calcul savant de la sécurité sociale. Et ce sont des codes qui, à chaque handicap, attribuent un nombre de points. Alors, ce n'est pas comme un Felnet, je vous rassure, mais c'est très, très codifié. Donc oui, je connais ces matrices. Après, vous savoir exactement, à mon sens, c'est la même matrice pour tout le monde. Après, est-ce qu'elle est appliquée partout? J'ose espérer que oui. Si c'est ça la question, oui, il existe des matrices spécifiques, effectivement, à l'attribution, on va dire, du pourcentage de handicap, effectivement, puisqu'on peut avoir un handicap en dessous de 49%, entre 50 et 89 et 79%, et au-delà de 80%. Au-delà de 80%, c'est très compliqué pour la famille. Voilà. Alors, notre fils est en 4e. Une demande MDPH est en cours. Le collège autorise déjà l'utilisation d'un PC, des aménagements d'emploi du temps et dispense de matière. Devons-nous faire une demande d'aménagement pour le brevet ou attendre le retour de la MDPH? Moi, je ferais quand même la demande. Parce que même si on a là, en tout cas, moi, je veux bien connaître le nom de ce collège parce qu'ils ont l'air d'être hyper accompagnants. C'est ça. Mais par contre, ça, c'est très, très bien. Donc, bravo. Comme quoi, la loi de 2005 et tout ce qui en a découlé, ça s'applique. Ça a peut-être 20 ans, mais il y a quand même beaucoup de choses positives qui en sont ressorties. Je ferai quand même la demande, effectivement, d'aménagement pour anticiper.
Alors, on nous dit aussi quand même, mais c'est pas dans le même établissement, que c'est un peu aussi le parcours du combattant, hein, Comment ça? je suis d'accord avec vous, mais le PPS est un parcours du combattant. Mon fils a eu un PPRE, puis un PAP sur l'élémentaire. Il est poly 10, a un TDA avec troubles de motricité fine, suivi par plusieurs spécialistes. Malgré toutes les recommandations des professionnels, la MDPH a refusé tous les moyens et PPS et nous a adressé un courrier nous disant que cela relevait d'un PAP. La MDPH? Apparemment, oui. Moi, j'aimerais savoir laquelle, hein. Bon, ben, À nous voilà, contacter en. Voilà, je vous invite, si vous êtes à encore nous là, contacter. Ouais. à contacter Mona. Vous avez l'adresse qui s'affiche toujours à l'écran. Les formulaires pour les GVASCO, qui c'est qui s'en occupe? Alors, si c'est un GVASCO première demande, c'est effectivement le chef d'établissement qui l'a. Voilà. Si c'est un GVASCO, effectivement, demande de renouvellement, c'est l'enseignant référent qui en dispose. Alors, si on entend par qui s'en occupe, donc qui le remplit, c'est le chef d'établissement et ou l'enseignant référent, accompagné bien entendu effectivement de l'ensemble des personnels présents, donc que ce soit professeur, AESH, enseignant E, maître E ou RAZ, plus effectivement psychologue scolaire, enfin bref, toutes les personnes qu'on a citées, et bien sûr la famille et l'élève. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que l'on fait ensemble. Une fois que le GVASCO est fait, il est normalement, alors le GVASCO est transmis à la famille et à l'établissement pour information, voilà, et bien entendu à l'MDPH. Si la famille considère à la lecture du GVASCO qu'il manque des éléments, il est conseillé de prendre contact avec l'enseignant référent pour dire attention, vous avez oublié de noter tel point, voilà, ou nous avons oublié de noter tel point. Comment faire lorsqu'on a déjà mis en place des systèmes d'aide pour améliorer l'apprentissage et que l'on constate que cela n'a pas d'effet sur ni l'apprentissage ni les conditions de travail? En tant que parents, nous nous interrogerons sur les démarches à entreprendre pour mieux l'accompagner. Alors, sachant qu'il y a déjà un PAP depuis 1 an, que pouvons-nous faire pour adapter au mieux son suivi et l'aider à progresser? On va peut-être refaire faire un bilan s'il n'y en a pas eu, un bilan neuropsychologique ou un bilan médical, ça je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. Voir aussi ce qui marche avec eux. Parce que très souvent, comme nous vivons au quotidien avec nos enfants, nous sommes comme les premiers informés de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bon. Donc peut-être effectivement mettre en place des aménagements, des choses que vous pratiquez au quotidien avec votre enfant. Euh, Ça peut être effectivement s'asseoir le soir avec lui parce qu'il est meilleur dans l'apprentissage ou dans la compréhension lorsqu'on est en one-to-one que lorsqu'on est effectivement à 35 dans une classe. Ça peut être effectivement lui relire quelque chose, ça peut être lui faire réécrire. Enfin, tout ce que vous faites ensemble avec lui pour lui apprendre des choses par ailleurs, peut-être un moyen à transmettre justement à l'établissement en disant ben, ça, on sait que ça marche. Ce truc-là, par contre, non, etc. Donc, c'est vraiment un travail quotidien. Et après, ne connaissant pas, donc là aussi, j'allais dire, j'invite la famille à me contacter parce que c'est pas toujours évident de donner des conseils, je dirais, sur des réponses aussi, des questions aussi généralistes. De toute façon, chaque enfant étant différent, même en ayant le même type de handicap, chaque réponse en fait d'enfant, enfin, à l'enfant est différente. Donc, on ne peut pas avoir une réponse exacte pour tous les enfants. Alors, il y a des choses qui se ressemblent, mais voilà, pour moi, chaque enfant est différent, donc chaque accompagnement doit être différent et chaque famille est différente, et donc chaque famille sait aussi le mieux, ce qui est le mieux pour son enfant. Faut-il fournir un nouveau bilan psychologique lors d'une demande d'aménagement dans le supérieur? Alors, ça dépend en général de quand date la notification d'aménagement accordée par le service, effectivement, des examens. Si elle a moins de 2 ans, ce n'est pas nécessaire. Si elle a plus de 2 ans, cela peut être, enfin, c'est demandé. Et effectivement, il est souvent demandé de refournir un bilan neuropsychologique au service des examens des universités ou des autres écoles qui accueillent votre enfant. Après, pour ne pas oublier, pour le supérieur, c'est très, très, très important.
lorsque votre enfant est en situation de handicap, lorsqu'il a effectivement des besoins d'aménagement, c'est à vous, parents, ou en tout cas à lui, de s'adresser à chaque centre d'examen pour spécifier le handicap existant et spécifier la demande d'aménagement. Alors quand ce sont des concours généraux ou des concours style Advance, Sésame, etc., on fait la demande à un seul centre qui redispatche aux autres, mais c'est vraiment la démarche que la famille doit faire afin que les aménagements puissent être mis en place pour les jeunes étudiants. Lorsqu'il y a une nécessité de donner des médicaments, qui doit les donner? Qui est responsable? Est-ce que c'est un professeur? Je pense notamment dans le cas d'une sortie. Alors, c'est l'infirmière scolaire qui est responsable effectivement des médicaments. Lorsqu'il n'y a pas d'infirmière scolaire, il y a un process qui existe dans chaque établissement et très souvent cela peut être les AED ou ce qu'on appelle les surveillants qui peuvent être effectivement chargés de cette distribution, sachant que les médicaments se trouvent dans l'infirmerie et que donc de fait, il faut que l'enfant aille voir le surveillant, qui ensuite le surveillant aille prendre la clé, etc. Donc en fait, voilà, c'est quand même très, très régulé, enfin régenté ou structuré. Voilà. Et lorsqu'effectivement il y a un voyage scolaire et ou une sortie scolaire, la médication dans ce cas est effectivement fournie par le professeur qui en fait emmène avec lui l'ensemble des PAI, PAB, PPS et des trousses de médicaments nécessaires, sachant qu'il a eu avant le voyage un échange très précis avec l'infirmière scolaire ou le médecin scolaire de l'établissement. Mais ce n'est pas... Alors, ça peut arriver que ce soit le chef d'établissement. Moi, c'est arrivé à mon fils, voilà, qui s'est présenté effectivement un matin, enfin, à midi à l'infirmerie. L'infirmerie était fermée, les surveillants étaient en grève. Il n'y avait personne d'autre, donc il est monté voir le chef d'établissement qui a pris sa clé et qui est descendu, qui a donné son médicament. Donc, c'est la responsabilité de l'adulte de l'établissement. Voilà. Par contre, il y avait juste un point là-dessus, je voulais préciser, mais j'ai oublié. Mais ça me reviendra. Pour la médication, oui. Et par contre, lorsqu'on est au lycée, il est possible effectivement que pour les médicaments, l'établissement vous propose une auto-administration, c'est-à-dire qu'en fait, la famille décide que l'enfant, l'élève, est capable de prendre sa médication tout seul. Donc ça, c'est une décision que vous prenez en tant que famille, à savoir que pour certains médicaments, il vaut mieux les avoir dans une petite boîte bien au fin fond de sa poche que de les laisser tomber par terre. Voilà. Donc l'auto... Alors, je pense qu'on l'a déjà dit, mais rapidement, on va le redire. Quand est-ce qu'on peut demander un aménagement pour les examens? Maintenant. Voilà, c'est pour ça que je voulais le redire. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, il me semble. Si est-ce que le PPS est reconductible d'une année sur l'autre? Et sinon, comment faire lorsque le correspondant scolaire de la MDPH n'est pas joignable? Alors oui, lorsque l'enseignant référent n'est pas joignable, en général, on contacte les MDPH ou alors on contacte effectivement l'enseignant référent académique qui vous donne en fait les coordonnées de quelqu'un d'autre. Et puis bien entendu, on contacte en premier le principal de son établissement ou le proviseur de son établissement. Et le PPS, le PPS, tous les PPS sont remis à jour tous les ans. Est-ce qu'il s'applique à un enfant qui a également un trouble de l'apprentissage? Le trouble de l'apprentissage, c'est vaste. Hein. Les troubles de l'apprentissage, ça va effectivement des dysgraphies en passant par les dysplasies, les dyslexies, les dysorthographies, etc., en passant par le TDA, voire même l'autisme. Donc c'est très vaste les troubles d'apprentissage. Donc là, je n'ai pas bien compris la question. Voilà, c'est un PPS peut-il s'appliquer à un enfant qui a également un trouble de... Bien sûr, un PPS s'applique à tout ce type de handicap. Ce n'est pas réservé, un PPS n'est pas réservé à un handicap en particulier. Un PPS est ouvert à tout enfant qui effectivement est en difficulté scolaire due à une limitation, je vais redire la loi, une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement quotidien. Donc c'est un handicap, ça constitue un handicap. Donc, toute limitation d'activité ou restriction donc, subie par une personne en raison d'une altération substantielle, donc ça peut être petit, durable ou définitive, d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap
ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, c'est extrêmement vaste. Ce n'est absolument pas réservé à un enfant, par exemple, qui a un handicap moteur, ou à un enfant qui a eu un AVC, ou à un enfant qui a effectivement qui a un TSA extrêmement important. Voilà. C'est ouvert à toute personne, même à vous, en fait. Vous cassez le bras et il ne se remet pas en état, et ben vous êtes, voilà, vous êtes en situation de handicap, puisque vous ne pouvez pas vous servir de votre bras pour un temps, effectivement, voilà, durable, jusqu'à ce que ça se répare, voire même que ça ne se répare pas, et donc vous êtes en situation de handicap. Ce n'est pas, le handicap n'est pas quelque chose, alors ce n'est pas que du à vie. Ça peut être effectivement oui, je me suis cassé la jambe, ma jambe s'est mal réparée, donc je ne peux plus marcher, je ne peux plus me lever, etc. J'ai besoin effectivement d'un aménagement de mon poste de travail, donc je fais une demande auprès effectivement de la maison du handicap. Ça peut être une personne qui est atteinte d'une sclérose en plaques. Ça peut être effectivement une personne voilà, qui a eu un accident de la vie. Ça peut être une personne qui a effectivement des troubles des apprentissages. C'est très, 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 très vaste. Il ne faut vraiment pas croire que la situation de handicap est quelque chose juste réservé à l'enfant ou à l'adulte dit autiste ou dit TDAH, quoi. Voilà. Le handicap, c'est voilà. C'est large. C'est large. Très large. Tu as parlé d'automédication tout à l'heure par rapport au lycée. Est-ce qu'elle est possible au collège avec une décharge, par exemple? À ma connaissance, non, parce qu'en fait, alors ça dépendra peut-être de l'établissement, mais à ma connaissance, non, dans la mesure où effectivement, dans les collèges, les élèves sont vraiment sous la responsabilité de l'établissement, puisqu'ils n'ont pas le droit de sortir. Enfin bref, il faut faire des papiers divers et variés pour qu'ils puissent éventuellement sortir plus tôt. Alors qu'au lycée, un élève est considéré comme étant, certes, sous la responsabilité de l'établissement, mais étant plus libre de ses entrées et de ses sorties. Donc on va dire que le code de l'éducation, ça c'est quelque chose que j'ai toujours jamais compris, parce que nos enfants sont quand même mineurs, mais néanmoins, lorsqu'on est au lycée, il y a une liberté, si on peut dire ça comme ça, qui est un peu plus ouverte, un peu voilà, auprès des élèves, enfin, ou en tout cas auprès de l'établissement, on va dire ça comme ça, plutôt. Et à ma connaissance, ce n'est qu'au lycée qu'on puisse effectivement signer un papier avec l'infirmerie et le chef d'établissement stipulant que l'élève prendra son médicament tout grand, enfin tout seul comme un grand. Voilà. Mais à ses risques aussi, hein, je veux dire, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que le fait d'aller, certes, voir l'infirmière scolaire, c'est un petit peu barbant, ça prend du temps, c'est long. Mais en même temps, si le médicament il tombe par terre et quelqu'un le ramasse, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un choix à faire. Hein. Ça dépendra de l'enfant aussi. Si l'enfant est extrêmement posé, très sérieux, très sérieux dans sa médication, j'entends. Par contre, si c'est un enfant qui est très foutraque, qui à chaque fois qu'il sort quelque chose de sa poche, il y a 5 trucs qui tombent par terre, le mouchoir, le paquet de chewing-gum, la boîte de médicaments, ou alors les médicaments, vous savez déjà, dans une petite boîte, bon, il va avoir des camarades, tiens, c'est rigolo, tiens, c'est marrant, hein, voilà. Donc, voilà. Donc, on va dire que c'est sécurisé d'un point de vue collège, ça l'est peut-être un petit peu moins d'un point de vue lycée. Après, c'est la famille qui décide, donc la famille est tout à fait en droit de dire non, je ne souhaite pas l'automédication, enfin l'auto-distribution, on va dire ça comme ça, du médicament. Alors, je pensais que c'était la dernière question, mais j'en ai une qui est en train de se poser. Un enfant qui est en seconde arrive à la fin de sa notification de MDPH. Dois-je la renouveler pour les examens en première? Donc, pour le bac de français ou éventuellement un bac pro? Non, les notifications qui arrivent là à sa fin. Oui, apparemment. Alors, normalement, les notifications, on essaye de les renouveler auprès de la NDPH 6 mois avant, parce qu'on anticipe. La NDPH, selon les régions, est plus ou moins longue à traiter les dossiers. Oui, on renouvelle, oui, on refait la demande, sauf si, bien sûr, il n'y a plus du tout de handicap, et à moins d'avoir eu juste la jambe cassée, je pense que le handicap est toujours présent, donc il est fort conseillé de renouveler dès maintenant la demande, effectivement, MDPH, et en parallèle de faire la demande d'aménagement aux examens. À savoir, si jamais on rate le coche en seconde
ou en cinquième hein, pour les brevets, et qu'on se réveille en début de première, on va dire oui, en début de première, donc avant décembre pour la première, ou avant décembre, effectivement, pour la troisième, on peut tout à fait faire une demande d'aménagement aux examens. Attention, hein. Tout comme la demande qu'on peut faire en seconde peut être réévaluée effectivement en première, comme elle peut être réévaluée en terminale. Idem pour la demande qui sera faite en cinquième, peut être réévaluée en quatrième, comme en troisième. Donc ce n'est pas figé. D'accord. Il y a quand même une liberté, voilà. Il y a des dates à respecter, certes. Après, on voit souvent des chefs d'établissement où il y a des parents qui, malheureusement, étaient en attente d'un bilan, etc., qui est arrivé trop tard. Le chef d'établissement a quand même pris contact avec le service des examens de l'académie pour dire, voilà, pouf, on a cette demande-là, les bilans arriveront derrière, voilà, il faut la prendre en compte. Donc, non, il y a toujours le moyen. Bon, après, si c'est la veille, bon, peut-être pas. Est-ce que tu as un conseil à donner lorsque des enfants ne veulent pas que leur handicap soit mis en avant et de peur d'être stigmatisés? Alors d'abord, un handicap n'est jamais mis en avant parce que nombre de nos concitoyens sont avec des ordinateurs principalement. Donc en fait, qu'on ait ou pas un ordinateur n'est pas synonyme de handicap. Après, pour moi, le handicap n'est pas quelque chose de stigmatisant, mais ça, c'est ma vision des choses. J'ai toujours pensé que le handicap devait être considéré comme effectivement la notion anglaise. Avoir un handicap en Angleterre, c'est comme avoir un handicap au golf ou au tennis ou dans n'importe quel sport, en fait. C'est-à-dire, je m'explique, le handicap en Angleterre, c'est parce que je suis meilleur que les autres, on m'enlève des points. Et pour moi, le handicap, c'est ça. C'est je suis meilleur que les autres, je vois les choses différemment, je les réfléchis autrement, je n'ai pas la même façon d'être que les autres. Et donc, de fait, j'ai quelque chose de plus qui n'est peut-être pas comprise par tout le monde, mais ce n'est pas pour autant qu'on va me montrer du doigt. Et moi, je suis dans un établissement scolaire où on pratique la véritable inclusion. Donc, effectivement, nous avons un nombre incalculable d'enfants avec des PAP et des PPS. Et nous accueillons aussi une classe ULIS. Donc, les enfants de la classe ULIS sont en permanence dans la même classe que les autres. Merci à tous et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Mona, un grand merci pour toutes ces précisions. Mais je suis contente d'avoir pu effectivement, on va dire, à la fois présenter ce sujet qui me tient à cœur et surtout accompagner les familles qui se sont loguées et qui ont posé des questions. Et j'espère avoir pu répondre au mieux à leurs questionnements. Et en tout cas, bravo à vos enfants. Merci Mona. Bonne soirée à tous.